Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Hey, bienvenue dans le trio économique. Vincent, il est fait fort, mais il est magané. Puis il travaille beaucoup ces temps-ci. Il est en train d'écrire un autre livre. OK? Fait que là, il savait pas quoi te parler aujourd'hui. Il voulait parler de cowboy, puis d'Indien. Puis là, Ouais, il c'était trouvait. c'était en train de déraper, ça. Ça a terminé les choix de sujet. Il y avait une histoire d'agression sur toi, là. Fait que moi, Ouais, Hein? Ah non, ouais. ça, c'est moi qui ai écrit ça, OK? Ah, ouais, 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 ouais. Ah, OK, ouais, oui, oui, OK. Non, OK. mais là, finalement, il va parler de son livre qu'il est en train d'écrire. Tu sais, le gars est en train d'écrire un fucking livre. Ça fait en sorte qu'il manque de temps pour nous parler. Il nous envoie Pierre Desrochers au secours, qui a été vachement bon. Là, les gens ont trippé bien raide. Mais il est en train d'écrire un livre. Là, il dit de quoi je pourrais parler. Chris, parle de ton livre, man! Bonne idée, hein? Hey, c'est une excellente idée. Une chance que c'est toi qui l'as eu, par exemple. Ouais, mais écoute, c'est parce que des fois, j'ai le mauvais réflexe de toujours un peu diminuer mon propre travail dans le sens que t'as bien des académiques qui se la croient puis qui se la jouent comme s'ils étaient importants. Je pense que vous en parlez souvent de certains d'entre eux, là, comme c'était qui l'expert là, que vous avez eu cette semaine qui avait passé, pas en entrevue, mais vous avez passé quelque chose de. C'était la semaine passée, une madame qui était à Radio-Canada puis qui était Ah! experte en. C'était quoi en truc? Ouais. L'ultra-féministe là, qu'on a passé. Ouais, ouais, Ouf! ouais, j'ai oublié. Ouais, À t'es feu genre vert. sociologue de la viande ou je sais pas trop, là. Ouais, quelque chose de même. Mais puis j'écoutais ça, puis j'étais là. Une chance que moi, je me prends pas aussi au sérieux que ça. Ah non, elle fait Ouais, beaucoup de c'est livres ça. qui sont pas lus par personne. C'est quand même intéressant. Parlant de livres, justement, qui, eux, sont lus par des vraies personnes. Antoine Bernier, Le piège du confort, tome 1, des leçons du passé, la trilogie. Évidemment, il y a 2 livres de disponibles. Donc, L'épreuve du réel, tome 2. Les deux sont disponibles sur Amazon. C'est pas subventionné par le gouvernement du Québec. C'est fait entièrement par un auditeur du trio économique. 20 chacun. L'histoire est vraiment intéressante. Euh, le personnage Peter Rock à l'intérieur est intéressant. Puis Gela Minoso aussi est quand même intéressant. Donc, je vous invite vraiment. Je pense que je l'ai mal prononcé, mais c'est pas grave. Je vous invite Ouais, vraiment à les lire. moi non Vous plus, je allez suis pas capable triper. de prononcer le nom du personnage. C'est deux des personnages les plus intéressants du roman. C'est parce que c'est pas des cours économiques, mais il y a un peu de théorie économique dedans, mais c'est vraiment un roman. Fait que je vous suggère Ouais. fortement. Ben, je devrais souligner qu'Antoine m'a posé des questions sur certaines parties d'histoire économique, genre sur les années 1920, sur des choses comme ça. Ah, il m'en a posé au point de vue financier aussi. Je pense qu'il a demandé à Simon Rochelot au niveau du droit. Non, il y a vraiment beaucoup de travail dans son livre. C'est vraiment intéressant. Ouais, il a fait plus de recherches que des gens qui ont des émissions très écoutées à Radio-Canada. Ouais, c'est ça. Mais l'autre fois, quand on parlait de Ça de même, je dis rien. l'autre fois, quand on parlait de la maison d'édition où tu veux, où ce livre-là va sortir, que tu es en train d'écrire, on avait trouvé un truc, un roman sur le vampirisme lesbien. C'est toujours bien de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est- C'était pas à la dé- à l- ce n'était Ah pas un. non, mais faut vous juste mettre la table. Faut juste clarifier que ce n'était pas un roman, c'était un traité. Ah ben, Chris, ça compris. C'est encore, je voulais juste, écoute, but wait, there's more. OK. Non, 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 c'est la même maison d'édition, mais c'est une des top 5 maisons d'édition pour des livres. Mais dans le monde académique, il y a beaucoup de. C'était quoi, là, la madame encore la semaine passée avec
la consommation éthique de viande, puis bien sûr, n'importe qui mange un burger est fondamentalement néolibéral, Masculiniste toxique. Hein. néolibéral, whatever. T'sais, Ben, c'est c'était un peu la conversation que Sardine Rousseau avait eue avec, comment il s'appelle, le ministre qui avait dit Et les merguez. ouais, mais en même temps, à force de toujours vouloir tout politiser, Ça donne. ça donne ça. Puis en même Ah oui, temps, je pense que c'est une tentative d'essayer de politiser tous les aspects de la vie que tu puisses justement pouvoir augmenter ton pouvoir politique. C'est tout ça. C'est rien. Mais là, sérieusement, là, ton livre qui était édité à la même place que les lesbiennes vampires, là, C'était- Je pense c'est pas que quoi le... c'était pas des. Je pense pas que c'était des lesbiennes vampires, mais écoute, Ben, laissons ça de côté, là. C'est quoi le titre de ton livre? The Great Enrichment. Fait en OK. gros, c'est sur la période 1810 à 1941 aux États-Unis, puis le Too Long Didn't Read, puis on le donne pour les gens de l'IRIS parce que Too Long Can't Read, c'est que aux États-Unis, dans la période 1870 à 1910, tout le monde dit que c'était une période de croissance économique, mais que c'était largement les riches qui se sont enrichis. j'aimerais qu'on Que- arrête de remettre en question ce que je dis. C'était Ouais, clairement ça. OK, d'accord. OK. Fait que, Faut juste. C'est ça. donc, que la période 1870 à 1910 particulièrement était marquée par une grosse augmentation des inégalités. Puis tu peux voir souvent des vieilles images de l'époque comme celle, pour ceux qui sont au visuel maintenant, il y a une sorte d'image des grands milliardaires ou millionnaires de l'époque qui sont des grands Les Fat Cats. personnages. Ben, des fat cats, des personnages grassouillets qui peuvent bien manger, qui vivent bien, qui sont tellement riches, mais qui sont portés par la force des gens qu'ils exploitent, qui sont chétifs, faibles et abusés par ces gens riches-là. Donc, c'est une sorte de narrative qui est déjà connue. C'est pas nouveau, Au- mettons, ce narratif-là. Là. Ouais, il existe depuis longtemps, mais cette époque-là, moi, ce que je souligne dans le livre, c'est que, en fait, c'est la première période de l'histoire de l'humanité qu'en fait, non seulement la croissance est très rapide, donc c'est un épisode de croissance définitivement, puis ça, c'est pas super contesté, mais qu'il y a encore plus de croissance qu'on réalise et qu'elle va autant aux pauvres qu'elle va au top 1%. Et ça, c'est la nouveauté du livre. Et je l'ai montré à plusieurs autres historiens économiques qui sont surpris de l'argument, mais qui disent comprendre où est-ce que je m'en viens. Puis le point que je fais, c'est qu'il y a des corrections à faire aux données. Puis c'est toutes des choses que les historiens savent, mais que personne n'a pris l'effort de comme combiner les ajustements nécessaires pour corriger les mesures, puis toutes les assembler dans une mesure unifiée. Puis quand tu fais tout cet effort-là, en fait, tu trouves que de 1870 à 1910, il n'y a pas de montée des inégalités. En fait, les États-Unis, puis dans le livre, je dis c'est le First Egalitarian Enrichment, donc le premier enrichissement égalitaire. Puis l'autre expression que j'utilise, c'est que l'économie de marché américaine était a lean and mean egalitarian growth machine. C'est ça le point du livre. Mais c'est quand même une thèse audacieuse au regard de ce qui est, je sais pas au niveau de la profession, mais au regard de ce qui est publiquement raconté. Là. C'est-à-dire qu'en général, en général, le mythe, c'est un peu de dire, ben, avant la révolution industrielle, tout le monde était pareil, pauvre. Puis à un moment donné, il y a eu, oui, ce gros boom-là, mais là, il y a juste une petite poignée de monde qui s'est enrichi pendant que des gens travaillaient 22 heures par jour dans des mines. Puis mouraient, puis tout ça. Puis d'où l'arrivée du syndicalisme, là, après. Puis bon, tu sais, c'est un peu... Je fais une version très grotesque, là, Ouais, mais vous comprenez qu'en gros, c'est à peu près ça qui t'est enseigné à l'école. Là. exactement. Tu sais, il y a des versions un peu plus nuancées qui sont faites par des gens plus sérieux. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé. Bon, le livre est révisé par des pairs, donc c'est pas juste un livre, c'est pas un trade book. C'est important pour moi que ce soit un livre peer-reviewed. Donc, j'ai eu. Le livre de vampire, était-tu peer review, tu penses? Alors, il était queer review, lui. Ah, OK, c'est beau. C'est un autre concept. On abordera plus tard. Ah! Tabarnouche, ça c'est un.
Il y a une scène dans Slapshot sur ce que tu viens faire. Tabarnouche, hey, c'était tout un Ouais, je sais man, pas pourquoi ça m'est venu naturellement de même, là. Tu vois que ces questions-là m'inspirent quand même. écoute, Frank, faut que je te donne ça, elle était excellente. Moi, je sortirais pas de réplique à ça, je veux pas gâter, la qualité de ton excellent, commentaire. Mais, heu, mais je l'ai fait passer par un processus de révision par les pairs, mais j'ai aussi arrangé une conférence où est-ce que, les gens étaient payés pour, lire le livre et le commenter, puis ça a été l'affaire d'une journée au complète OK. où, je me suis assujetti à, 7 autres experts sur, d'histoire économique qui ont tout lu, puis qui m'ont critiqué, qui m'ont donné des rapports gigantesques. Puis j'ai eu à passer au travers de ça. Fait que, tu sais, le premier draft était fait il y a longtemps. Là, je suis en train de faire les dernières retouches pour incorporer les commentaires. Fait que, tu sais, c'est un travail qui a passé, beaucoup de temps dessus pour la finalisation des détails, mais c'est effectivement assez, écoute, Frank, je vais prendre le mot audacieux que tu as utilisé. C'est de dire que vraiment l'image que pour ceux qui, encore une fois, qui sont au visuel, l'image qui est là, le point que je fais, c'est que c'est pas une vraie bonne image. En réalité, les gens qui ont l'air d'être écrasés ont eu des améliorations de niveau de vie qui sont massivement sous-estimées, puis j'explique qu'il y a 6 raisons pour ça. Puis Là, ce il y que a je comme vais faire arrivé des affaires comme genre l'électricité dans ce temps-là. Ah oui, des véhicules automobiles aussi. Il y a quand ah même mais 2-3 trucs qui sont arrivés pas pire, là. ben, en fait, le plus gros, c'est des affaires liées à la santé. Fait que je vais expliquer OK, les ben 6 oui. je vais expliquer les 6 Y a-tu une affaire d'eau là-dedans, par exemple, des choses comme ça, hein? exactement. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça qui sont super importants, puis qui créent, des tendances égalitaires, qui sont sous-estimées et ça sous-tend un point que je fais depuis plusieurs années, c'est que les marchés sont fondamentalement des forces égalitaires, beaucoup plus Oh! que ce qu'on réalise et Ça donc prend c'est des ça. castagnettes de dire quelque chose comme ça, là. Écoute, je suis bien, I'm well endowed. Fait que, tu sais, la thèse commune, là, ce que j'appelle dans le livre le usual story, tu peux prendre n'importe quel livre, que tu t'en vas dans un Barnes& Noble aux États-Unis ou tu vas dans un Indigo à Montréal si tu es sur l'île aux Génies ou parce qu'il n'y en aura pas autant dans les librairies francophones, là, fait que les gens qui sont francophones ne sont pas autant au courant. Tu vas peut-être trouver un ou deux livres en français sur cette période-là, mais dans tout ce qui est anglophone, tu vas avoir une version assez incroyable de ça. Tu vas pouvoir trouver en fait 25 livres dans chaque librairie. Il y a tout le temps quelque chose. Là, je montre certains des plus populaires et ils ont toutes la même version. Il y a une industrie qui augmente, qui est très inégalitaire et qui vient avec beaucoup de croissance, mais aussi beaucoup d'inégalités. Fait que, genre celui qui est à droite ici, The Republic for which it stands, qui est, selon moi, le pire livre que j'ai jamais lu d'histoire, qui est écrit d'une manière absolument incompétente, que le gars ne lit pas les sources du tout. C'est toutes ces affaires-là aussi, c'est ce qu'il y a dans les livres de high school. Fait que, tu sais, j'ai pris les textbooks que les gens ont dans des États qui sont assez peuplés. Donc, j'ai pas pris genre l'Oklahoma. J'ai pris des textbooks qui sont communs, genre à New York ou en Californie. Puis c'est pas mal la version de ces livres-là qui est là. Puis genre, voici dans le passage du livre qui est là dans celui de l'autre, là. Tu as une passage qui dit qu'en fait, les gens, dans la période du Gilded Age, c'est la période 1870 jusqu'à 1890, 1910, dépendant de quel point tu veux t'ostiner. Puis il dit, les gens dans cette époque-là, en fait, they were dying for progress. Fait qu'en gros, il y avait du progrès, mais il fallait qu'ils meurent pour qu'on l'aille. Puis en réalité, il cite une source en bas, puis la source dit exactement le contraire de ce qu'il dit. Ce qui est assez drôle, là. Mais c'est Ah, la j'ai vu version. quelqu'un faire ça avec Pierre Desrochers récemment. Oui, oui, je trouvais que c'était exactement, c'était on point. Mais tu sais, tu as ça qui apparaît souvent. Puis moi, ce que je dis, c'est écoute, vrai, si tu regardes les données, fait que là, le tableau que je montre ici, c'est tous les chiffres sur la croissance. Peu importe comment tu le regardes, il y a effectivement beaucoup, beaucoup de croissance, puis c'est très vite, là. Tu sais, tu trouves généralement plus que 2% par année de croissance sur le PIB, mais quand tu regardes des trucs qui seraient plus proches de la croissance pour les gens au bas de l'échelle, genre les salaires des agriculteurs, les salaires des travailleurs journaliers, les travailleurs qui ont peu de formation, les agriculteurs, ce que tu vas trouver, c'est que leurs revenus augmentent peut-être un peu moins vite que la croissance en général.
ce qui voudrait dire qu'il y a des inégalités. Puis quand tu regardes les chiffres d'inégalité, fait que là, tu sais, j'en montre ici une série, c'est tous ceux qui existent, qu'on a disponibles, qui montrent le niveau d'inégalité 1870 à 1929. Mais si tu regardes juste les deux premières rangées, ce que tu vois, c'est la part du revenu qui va au top 1% ou au top 10%. Puis ce que tu vois, c'est que, par exemple, le top 1%, il y avait peut-être 10% du revenu en 1870. Puis à la fin, il est rendu entre 16 et 18. Donc, tu sais, lui, il s'est enrichi. Lui est devenu beaucoup plus riche. Le top 10 a peut-être diminué un petit peu, mais probablement augmenté aussi un petit peu. Donc, le bas 90, lui, il n'a pas vraiment gagné grand-chose. Donc, c'est pas à lui que la part du lion de la croissance aurait été. Puis Ouais, mais mon ça, c'est point. la répartition. Ça dit rien sur le niveau réel de richesse, là. Ouais, mais le point que moi je fais, c'est qu'en fait, ces parts-là ont probablement baissé toute la gang. Mais Puis, juste expliquer, parce que les gens qui sont en visuel, là, c'est quoi la différence entre tu sais, là, tu as 2 colonnes top 1%, puis tu as 3 colonnes top 10, là, parce que je suis pas sûr ouais, que tout le monde. ouais, c'est ça. Pour ceux qui voient, j'ai dit c'est tout ce qui est disponible. Si tu regardes la première rangée, c'est ce que moi j'ai recréé dans mon article le plus connu, donc dans Economic Journal, qui refaisait les travaux de Piketty. Ça, c'est ma série à moi. Donc, ce OK. que moi j'ai ajusté. Donc, parce que Piketty fait des erreurs de calcul parce qu'il ne sait pas compter. Puis à ce stade-ci, j'arrête peu de le. J'arrête. À un moment donné, j'étais diplomatique, mais il fait tellement d'autres erreurs qu'à un moment donné qu'il faut commencer à le dire, il est sloppy. Fait que that's it, that's all. Moi, j'ai passé 6 ans de ma vie à passer au crible fin les données qui sont utilisées. Puis, anyways. La deuxième colonne, c'est les chiffres de merde de Piketty. Troisième colonne, c'est le top 10%, mais mes chiffres à moi. La quatrième colonne, c'est les chiffres de merde à Piketty. Puis la cinquième, c'est les chiffres d'une troisième personne qui est Jacob Madsen. Fait que, tu sais, c'est tous les estimés différents qui sont possibles. Qui ressemble plus au tien, là, si je compare les deux données là, entre la colonne 3 et 5, là, en tout Ouais. cas, à l'œil, là, Ouais, c'est deux. lui, il est plus proche de moi de beaucoup, puis Ouais. il est plus rigoureux. Donc, il fait un peu différemment, mais je pense que lui, ce qu'il fait, c'était. Je pense qu'il est encore un peu off, mais il l'a bien fait. Fait que je ne m'ostinerai pas avec lui tant que ça. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'ai dit qu'il y a 6, en fait, grosses modifications. Puis la première, c'est que euh, quand on prend les inégalités, on pense qu'il faut juste. Tu sais, tu prends tous les revenus de tout le monde, puis tu ne tiens pas compte du coût de la vie. Puis ça fait du sens parce qu'une distribution, tu t'en fous un peu si tout le monde. C'est des 1 $, c'est 1 $, c'est 1 $. Mais il y a comme un gros problème avec cette période-là, c'est que l'inflation, elle est plus faible pour les plus pauvres. Donc, quand tu regardes les coûts de la vie pour les plus pauvres, ils diminuent plus vite que pour les plus riches dans la période dite du Gilded Age. Là. Fait que tu regardes, par exemple, le coût de la nourriture qui figure disproportionnément dans les budgets des gens pauvres. OK, je Le comprends. prix diminue beaucoup. Quand tu regardes, par exemple, aussi une autre chose, le coût des services. Fait que les gens riches, eux, ce qu'ils consomment, c'est généralement les services, donc le travail de d'autres personnes. Mais tu as beaucoup de croissance de productivité dans le secteur manufacturier. Le secteur manufacturier essaie d'attirer les gens en leur offrant des plus hauts salaires pour qu'ils viennent travailler dans les manufactures. Mais ça veut dire que le coût des services pour les ménages qui embauchent des services, bien, il augmente. Fait qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que les choses que les riches consomment deviennent plus dispendieuses, puis les choses que les pauvres consomment deviennent plus cheap. Fait qu'ici, le graphique que je montre, c'est l'évolution relative du coût de la vie. Puis si tu regardes au début, ce que le chiffre dit, c'est que vers 1870, le, le coût de la vie pour les plus pauvres est 20 plus élevé que la différence qu'il y avait en 1910 entre les riches et les pauvres. Fait qu'en gros, il y avait une différence qui existe, disons, en 1910, elle existe, mais cette différence-là était 20 plus grosse au début, en fait, plus proche de 25 plus grosse. Puis la différence s'est amoindrie parce que le coût de la vie pour les plus pauvres a justement changé de beaucoup. Puis ça, là, c'est pas. Ce que je dis là, c'est pas nouveau. OK? Tous les historiens économiques le savent. Il y avait des livres écrits dans les années 70 qui en parlaient. Mais il n'y avait personne qui avait calculé un indice qui était continu de haute qualité. Fait que moi, ce que j'ai fait avec un autre économiste qui, lui, est très à gauche,
On a calculé ça, on a créé l'indice, puis c'est ça qui est donné ici dans le graphique. Puis ce qu'on voit, c'est que justement, tu as une tendance égalitaire au titre du coût de la vie qui est assez prononcée. Donc, chaque année, le coût de la vie tombe à peu près 1% plus vite que pour les plus riches. Donc, ça veut dire qu'il y a de la déflation pour les plus pauvres, puis de l'inflation pour les plus riches, qui est fucking mind-blowing. Puis quand Et je vais poser une question, excuse de te couper, je vais poser une question peut paraître stupide, là. Mais comment ça que ça avait jamais été fait? Moi, on dirait que dans ma tête, problème de c'est données, c'était tout le temps une affaire qui manquait des données. Fait que les gens le savaient. Fait que tu sais, genre, regarde, il y a un livre qui est très connu, il est à côté de moi parce que comme je suis en train de faire les révisions, j'ai tout à côté de moi. Ça, c'était genre le premier grand livre sur le sujet. Puis comme tu peux voir, il y a comme toute une section là-dessus. Tout ça qui est en vert, là. Puis ça faisait longtemps que les gens en parlaient, mais il y avait comme une difficulté de données. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer les chiffres dans les calculs d'une manière fiable? Fait que, Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? OK? Là, tu dis qu'il y a une déflation pour les plus pauvres. Ça veut dire que la qualité de la nourriture qu'ils peuvent consommer, elle augmente, probablement? ouais, mais ça, je ne tiens même pas compte des gains de qualité, hein. OK. C'est juste le prix. Fait que le prix de la patate, il baisse. Yup, Le prix du linge qu'ils peuvent s'acheter baisse, yup. généralement. Puis on peut penser que c'est beaucoup en raison, par exemple, des techniques industrielles puis de Tout ce que production en Pierre, série. tout ce que Pierre a parlé la semaine passée. Littéralement, tout ce que Pierre a parlé, là, La les production en grandes. série a joué un autre rôle aussi là-dedans. Exactement. Mais surtout la nourriture, là, les gens sous-estiment. euh, Puis en plus, dans le livre, ce que je dis, c'est toujours, là, puis je vous rajoute quelque chose, je dis toujours que je prends toujours les hypothèses les plus conservatrices possibles. Fait que genre, je tiens pas compte. Parce qu'il y a des manières de le faire. Fait que là, il y a comme un. Le livre, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est qu'il y a le livre qui fait peut-être 150 pages. C'est ça qu'il risque de faire. Il y a un annexe qui en fait 300. OK? J'exagère le chiffre, là. Mais il y a un Ouais. annexe dans lequel je mets toutes les alternatives de calcul. Puis je dis, garde, à chaque fois que j'ai une chance de prendre quelque chose qui joue contre moi, je vais le faire. Puis mon argument survit à toutes les pires hypothèses possibles contre moi. Fait que si, mettons, je tenais compte des gains de qualité, parce que, par exemple, tu sais, le prix de la viande diminue massivement, et donc c'est très pro-pauvre, cet effet-là, mais je ne tiens pas compte du fait que la viande est moins souvent avariée, qu'elle est de meilleure qualité, qu'elle est disponible plus souvent dans l'année, donc tu n'as pas des périodes saisonnières. C'est tous des gains de qualité qui comptent pour beaucoup, mais je peux Tu pas pas le les mesurer. je peux pas les intégrer aussi facilement, mais que si je fais des exercices de plausibilité, tu arrives que, en fait, ça compte pour beaucoup. Puis ce que tu dis, dans le fond, par rapport aux plus riches, c'est que les plus pauvres, eux autres, sont dans une période où les biens de base, en général, qu'ils consomment coûtent moins cher alors que leur salaire augmente Exactement. relativement. Sauf que les plus riches, eux, leur salaire ou leur revenu augmente. Par contre, si eux qui consomment plus de services, genre avoir une nounou pour les enfants, engager un jardinier, ce genre de Il y a de trucs-là, l'inflation. il y a de l'inflation parce qu'ils doivent payer plus cher pour ces Exact gens-là dont le salaire augmente. C'est ça. exactement. Mettons qu'on prend un petit exemple pour se le Hey, c'est figurer, tout là. le contraire de l'époque d'aujourd'hui, pareil, où est-ce que le gros de l'inflation est vraiment dirigé vers les plus pauvres, là, quand tu y Oui, penses. oui, en fait, L'essence, ça fait ramasser bien raide, les coûts de transport, les choses, des affaires vraiment, vraiment de base, là, l'inflation à l'épicerie qu'on a vécue dernièrement, des trucs comme ça, alors que du côté des plus riches, tu sais, je veux dire, c'est pas... écoute, Et puis la taxation aussi, là, tu sais, le fait de Ben oui, taxer des biens de base comme l'essence ou ceux qui veulent taxer la viande, taxer les boissons sucrées. Tu sais, moi, ça fait des années que je le dis, c'est des mesures ultra régressives, là, ces affaires-là. C'est ouais, que oui. tu vas le Puis faire payer sur le dos du monde qui n'a pas de scène. puis non seulement ça, mais en plus, dans le livre, à la fin, tu sais, il faut quand même que je prépare le prochain livre après. Je souligne que la tendance que tu vois ici, c'est l'inverse depuis les années 50. Fait que là, il y a beaucoup plus de recherches post-1950 parce que les données sont de meilleure qualité. Puis tu n'as pas besoin de faire autant d'efforts pour collecter des trucs dans les archives. Mais post-1950, l'inflation est anti-pauvre. Donc, les tendances sont généralement qu'on sous-estime l'inflation pour les gens au bas de l'échelle. Donc, il y a un effet qui n'est pas comptabilisé. Mais dans la période avant, tous les signes sont, les tendances de prix sont pro-pauvres. Donc, quand je dis pro-pauvre, favorables aux plus Ah ouais. pauvres. Donc, on- ça les avantage. Mais check bien, regarde, le prochain graphique pour vous montrer, là, fait que, tu c'est sais, la. même si leur part de revenu est moins grande, vu qu'ils peuvent s'acheter des biens d'une plus grande qualité, puis en fait à des prix moindres même, je veux dire, le niveau de vie de ces gens-là augmente, c'est sûr, hein.
Oui, exactement. Puis écoute, regarde, juste pour te montrer une idée, là. Ce que je montre ici, pour ceux qui sont au visuel, je vais le décrire. Pour les gens qui sont à l'audio, je vais juste essayer de faire une description audio seulement. Ce que je fais, c'est que la première ligne, il y a deux graphiques. Les deux graphiques, c'est le ratio du revenu moyen du top 1 ou du top 10% des gens sur le revenu du bas 90% des gens. OK? Donc, si, mettons, dans le bas 90%, tous les gens qui sont dans le 90% le plus pauvre de la population fait 100 puis que le gars dans le top 1% fait 1000 ben le ratio, c'est 10, right? Fait que c'est ça qui est montré ici comme graphique. La première grosse ligne qui est montrée, c'est les données de Thomas Piketty qui sont de la merde, comme je l'ai dit, puis je le répète, c'est du garbage. OK? Arrêtez de l'utiliser. Si vous pensez qu'il est bon, c'est que de la merde ce qu'il a fait. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sloppy, puis je me gâte. En fait, non, c'est pas vrai, j'ai rencontré les gens de l'IRIS. Fait que ça, c'est la ligne de Piketty en premier. La deuxième, c'est la mienne, la grise. OK? La grise solide, c'est moi. Puis tu vois qu'avec la mienne, il y a une augmentation des inégalités. Mais elle est quand même un petit peu plus modérée qu'avec Piketty. Mais la ligne noire pointillée, c'est la mienne avec tenir compte de l'effet de la tendance égalitaire du coût de la vie dans la période. Puis si vous regardez l'augmentation, au lieu d'être à peu près 50 d'augmentation d'inégalité, c'est juste 20 d'augmentation. C'est-à-dire que juste ce truc-là tout seul, j'ai éliminé à peu près 3/5 de l'histoire usuelle sur les inégalités entre le top 1% et le bas 90. Si je tiens compte, la dernière ligne en bas, c'est si je tiens compte de la taille des ménages, parce qu'il y a du changement dans la taille des ménages, on veut tenir compte, on veut comparer des pommes avec des pommes, bien, il y a moins d'inégalités, puis l'augmentation aussi est un petit peu moins prononcée. Mais ce qui est encore pire pour l'argument des autres, c'est que si tu prends le ratio du top 10% sur le bas 90, mais là, dès que tu passes à mes données, il y a une baisse. Puis dès que tu ajustes pour le coût de la vie, il y a une baisse gigantesque. En fait, les inégalités entre le top 10% puis le bas 90, quand tu tiens compte de l'effet du coût de la vie, il tombe d'à peu près un tiers. Donc, tu as un gros effet égalitaire de la baisse du coût de la vie. Puis non seulement ça, mais après ça, je dis, ben écoute, il faut aussi tenir compte du fait qu'à l'intérieur des États-Unis, il y a des différences de coûts à travers les différentes places. Fait qu'un dollar à New York, c'est pas un dollar en Virginie. Fait que si tu tiens compte de ça, il faut aussi que tu fasses l'effort. Tu as encore moins d'augmentation des inégalités. Fait que là, ici, notre nouveau graphique, c'est les mêmes types, c'est les mêmes affaires. Mais ce que je montre, c'est qu'est-ce qui arrive si tu enlèves si tu égalises, si tu tiens compte, excuse-moi, du coût de la vie à travers région. Fait que là, tu as encore moins d'inégalités. Et en plus, ça augmente encore moins fort. Puis, c'est gros, là. C'est gros parce que tu réalises qu'en fait, il n'y a pas une super grosse augmentation. Puis, ça, c'est. Puis ça, c'est. But wait, there's more. Parce qu'il n'y a pas juste le coût de la vie, il y a d'autres affaires. Mais même là, ça devrait être suffisant pour réaliser à quel point c'est un big deal ce que je viens de faire. Parce que juste si tu regardes, là, donc là, ici, ce que je montre, regardez la partie du bas, regardez pas la partie du haut, parce qu'on va rajouter d'autres choses. Mais dans l'histoire usuelle, OK, tu prends la croissance qu'on a du revenu du bas 90. Dans les chiffres de Thomas Piketty, ça veut dire 0,9 par année de plus dans les 40 ans qu'on parle. Si tu fais tous les ajustements que moi je dis qui sont nécessaires de faire, tu passes à 2,05. Ça, c'est-à-dire que tu as 2 fois plus de croissance. Puis Yann, il l'a déjà dit 5000 fois dans toutes les émissions, mais un pourcentage de plus de croissance par année, c'est gros en tabarnak. C'est pas négligeable. T'sais, à 1% par année, ton revenu, il double à tous les 70 ans à peu près. Si ton revenu augmente de 2% par année au lieu de 1%, ton revenu, il augmente durant ta vie. Fait que tu vas pouvoir le doubler. Tu as zéro, là, tu commences ta vie, tes parents, ils font 1000 pièces. Mais quand tu vas arriver à 35 ans, toi, tu vas faire 2000. Puis quand tu vas arriver à 70, tu vas faire 4000. C'est ça que ça veut dire. Tu as augmenté crissement vite, alors que si tu es à 1%, c'est quand tu vas arriver à 70 que tu vas faire 2000.
ce qui est une différence assez colossale dans le long terme. Le deuxième ajustement que je fais, c'est que les données ont des problèmes d'énumération parce que les recensements ont un problème qui est que les gens qui sont manqués dans les recensements, c'est tout le temps les gens pauvres. Donc, le problème les énumérateurs qui se promènent pour poser des questions, les gens qui sont manquants dans les recensements, c'est comme plus bas du bas 10, 15, 20 de la population. Il y a des chances que le clochard ne remplisse pas son sondage. Là. Oui, exactement. Mais ça veut dire que ce que tu fais, là, statistiquement, c'est que tu fais du cream skimming. C'est que tu vas estimer le revenu moyen, mais c'est le revenu moyen des gens au top. Mais au fur et à mesure, les recensements deviennent meilleurs, les questions deviennent. Il y a moins de gens manquants. Puis ça veut dire que les erreurs deviennent plus petites. Si les erreurs deviennent plus petites plus tard qu'elles l'étaient plus tôt, tu vas surestimer la tendance. Fait que moi, ce que je dis, il faut corriger ça parce que quand tu tiens compte de ça, ce que ça veut dire, c'est que les gens qu'on a manquants, on sous-estime à quel point les gens au début étaient pauvres. Mais on ne sous-estime pas autant à quel point ils étaient pauvres à la fin. Fait que tu pars d'un point qui est encore plus bas proportionnellement qu'il l'est plus tard. Tu fais l'ajustement, puis tu as encore plus de croissance. Ben, Fait c'est que ça, là, parce que dans le fond, il y a pas de. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus sur le point de départ de 1970. 1870, c'est-à-dire. yep, exactement. Puis les gens qui avaient créé l'estimé pour 1870, le gars avec qui j'ai écrit l'article sur le coût de la vie, c'était le gars qui a produit le chiffre pour 1870. Puis OK. j'y ai passé au travers toutes mes corrections. J'ai dit, garde, Peter, est-ce que ça fait du sens? Puis il dit, Chris, j'aurais dû faire ça. OK? Puis j'étais tellement content quand il a dit ça. Il dit, je suis vraiment convaincu de ce que tu as fait. Fait que, Peter, il a dit Chris, tabarouette, man. ouais, il n'a pas dit Chris, mais il était Tu vraiment. promeux la langue française à l'extérieur du Québec, mon ami. Ben oui. Non, mais Arrange-toi pour qu'ils disent Chris la il- prochaine il- fois. il était vraiment heureux, puis il était vraiment content que j'aie fait ça. Puis moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que Peter, je l'admire énormément. Puis d'ailleurs, pour tous les gens qui sont des trolls out there, Peter, c'est un social-démocrate hardcore. Il a comme écrit des livres qui disent Making Social Spending Work. Puis Tu tiens que des péquistes même aux États-Unis. Pas pire pareil. exactement. Mais c'est un gars que son opinion, il est tellement rigoureux comme personnage que le fait qu'il me dise ça, c'est comme pour moi, là, je sais pas, si j'ai pas d'analogue je sais pas, qui résonnerait avec vous deux, mais Non, mais je comprends le point. C'est que, c'est quand tu fais valider des affaires par quelqu'un qui a un point de vue opposé, tu es sûr que tu n'es pas dans le biais de confirmation de quelqu'un qui fait juste dire ouais. Anyway, Geloso, il pense pareil comme moi. Fait que. Ouais, mais aussi quelqu'un que j'estime. C'est plus ça la chose que. Oui, Fait puis que, qu'il y a une rigueur statistique. Tu sais, je veux dire, de ce que tu nous parles depuis tantôt, tu parles de trucs très mathématiques, très scientifiques en réalité. Fait que c'est là qu'on voit que peu importe votre idéologie naturelle, tous les deux, vous êtes capable de vous entendre sur des faits. ouais, puis, mais j'étais vraiment content de ça. Mais en plus, lui, il m'avait fait souligner quand on commençait à travailler avec, qu'il y avait une autre affaire qui était vraiment importante. C'est le fait qu'il y a une égalité qu'on oublie complètement dans cette période-là, que peu de gens parlent, à part des démographes qui en parlent beaucoup, c'est que les inégalités de mortalité, ils font juste s'évanouir. Ici, là, ce que je montre, là, pour ceux qui sont au visuel, Les gars devaient crever beaucoup plus vite que les filles, genre. pas juste les gars, mais juste à l'intérieur. Toi, Yann, tu travailles avec Ah, des OK, live. dans les classes sociales, tu parles. OK, oui, oui, oui. Ouais, si toi, tu travailles avec les life tables, Ouais, ouais. juste si tu prends. Donc, dans les life tables, tu as comme les cohortes synthétiques. Donc, essaye d'imaginer si quelqu'un il est né en 1870, étant donné l'état de la mortalité, donc quand les gens meurent et à quel âge ils meurent en 1870, une personne qui est née en 1870, comment est-ce qu'elle a de chance de vivre pour certaines années? Puis là, tu peux mesurer les Hum. inégalités de lifespan, donc de longévité. Et quand tu regardes, les mesures d'inégalité sont super élevées. Donc, tu as beaucoup Ben écoute, d'inégalités. ça existe encore, by the way, parce que quand vous regardez des polices d'assurance vie, si vous achetez un capital d'assurance de 500 000 versus 1 million versus 5 millions versus 10 millions, le coût du 1000 va coûter beaucoup plus cher pour les petites assurances. Il y a une notion de frais, c'est sûr. Mais outre, si on passe l'overhead, la réalité, c'est aussi qu'il y a des chiffres de mortalité derrière ça qui nous dit que les personnes qui achètent des gros capitaux d'assurance ont plus de moyens financiers et ont une mortalité un petit peu meilleure que celle
qui évidemment ont moins de moyens Exactement. financiers. Puis ça Exactement. existe encore en 2025. C'est de moins en moins pire, mais je me doute bien qu'au début des années 1900, ça devait être Ah oui. assez gigantesque l'écart entre ça, là. Ouais, puis écoute, regarde, si tu regardes ici, là, la mesure qui est là au graphique, pour ceux qui sont au visuel, je vais expliquer c'est quoi. Puis encore une fois, je fais une écriture à l'audio. Ça, c'est le coefficient d'inégalité. Plus c'est proche de 1, plus c'est inégal. Ben, si tu regardes la période 1870 à 1920, mettons, là, tu vois qu'il y a une hostie de diminution des inégalités de Mhm. mortalité entre les gens. C'est-à-dire que maintenant, là, si t'es né pauvre, ben, t'es pas garanti de vivre moins longtemps qu'un riche. Tu as peut-être une petite probabilité de vivre moins longtemps, mais il n'y a pas vraiment de, de- Ça se compte presque en mois et non en termes d'années présentement, là. Ben, en plus, En là, fait, dans ce temps-là, ça devait se compter en décennies quasiment, là. ben écoute, j'en ai une de plus pour toi. Euh, il y a un nouvel article qui est sorti comme il y a 3 semaines. Fait que c'est pour ça que quand je dis que je suis en train de faire les dernières révisions sur le livre, j'ai inclus des affaires que quand j'ai fait le premier draft, n'étaient pas disponibles. Je les inclus maintenant. Un article qui regarde, par exemple, si, si tes parents en 1870, quand ils t'ont eu, toi, t'es né en 1870, tes parents ont vécu jusqu'à 55 ans, combien de gens vont vivre plus longtemps que leurs parents, mais surtout, à quel rang ils vont être de la distribution de longévité. Fait que, tu veux savoir si quelqu'un, son père a vécu suffisamment longtemps pour vivre la quantité médiane d'années vécues, est-ce que toi, tu vas aussi vivre la médiane? Bien, la corrélation entre les rangs de longévité est 0,09. Il n'y a pas de corrélation. Il n'y a, pas de il y a presque plus de corrélation entre. Ça veut dire que le vert, puis là, la personne qui a fait ça pour 1900, elle dit, ben ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de transmission des niveaux de santé des pauvres vers... Si tu es pauvre, tu ne transmets pas ton statut à tes enfants. Alors que si tu montes 2 générations avant, donc tu montes genre vers les gens de 1870, donc tu les compares à leurs parents qui sont peut-être nés en 1840, la transmission était comme plus proche de 0,25. Fait que là, tu as comme cassé la question de persistance, ce qui veut dire que ben, il y a des crises de gains d'égalité devant la mortalité. Puis ça compte en tabarnak. Sais-tu pourquoi? Parce que ça veut dire que les gens peuvent vivre plus longtemps. Fait que s'ils vivent plus longtemps, ils ont plus de lifetime income. C'est-à-dire que tu ne devrais pas regarder le revenu une seule année, tu devrais regarder les revenus sur l'entièreté d'une vie travaillée. Et donc, dans le livre, il y a un des chapitres sur lequel je me dis, bon, ben, estimons les inégalités de lifetime incomes, puis mesurons la valeur d'un gain d'une année de vie de plus. Puis la manière que je le fais, c'est que, puis d'ailleurs, regarde, je montre ça, les gens qui étaient en bas du 90 centiles, donc si tu as vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, si tu étais né en 1870, tu pouvais t'attendre à vivre 52 ans à peu près. Mais entre ça et 1910, tu as gagné 6 années de vie de plus. C'est-à-dire 6 années de vie de plus de revenus. Mais si tu es en haut du 90 centiles, ben, tu es passé de 77 à 80, c'est-à-dire 3 ans de plus. Ce qui n'est pas vraiment grand-chose. Ça veut dire que les gros gains d'amélioration de longévité ont été vers les plus pauvres. Puis ce que je dis, c'est essayons d'attribuer une valeur sur. Puis là, Yann va trouver ça drôle comment je le fais, là. Mais ce que j'ai dit, c'est OK, imagine-toi que la personne de 1870, puis c'est un exercice statistique qui est très valide en économie, ce que je fais, mais ça a l'air un peu weird. Je dis, si une personne de 1870 se fait informer qu'elle va vivre 6 ans de plus qu'elle s'attendait, combien tu devrais lui donner par année de plus pour qu'elle sacrifie ces 6 années-là? Donc, c'est quoi l'annuité que tu devrais lui donner pour qu'elle soit indifférente entre vivre plus longtemps et vivre moins longtemps? La réponse, c'est l'équivalent d'à peu près 15 du revenu annuel qu'il faut que tu lui donnes en surcharge. Donc, la valeur d'une vie statistique. C'est ça que je suis en train d'incorporer là-dedans. Puis, quand tu tiens compte de ça, Un ben là, mort, c'est un mort de trop. Une vie, ça n'a pas de valeur. ouais, ben, écoute, dis ça aux gens qui travaillent Ça dans n'a des. pas de valeur, ça n'a pas de prix, Yann. Pas Ah, ça pas de la prix, phrase. ça n'a pas C'est de vrai que valeur. ça Tu n'a pas de prix. raison. Ouais, Excusez. c'est ça, hein, tu l'as eu à l'envers. Ben, c'est pas de Mais, ma faute. Je suis pas capable d'être un parfait gauchiste dans mon secteur. Là, je suis non, désolé. Ben J'ai ouais. essayé, là. ben écoute, juste pour te montrer ici là, ce qui se passe, le graphique, là, ici, la colonne, tu la lis en descendant, c'est je cumule les modifications.
Premier chiffre, c'est l'augmentation des inégalités selon Piketty entre 1870 puis 1910. Il dit que ça a presque doublé. Avec juste mes chiffres à moi, à la place de ces chiffres de merde, ça a augmenté de moitié. Mais là, tu tiens compte euh, du coût de la vie, de la valeur des gains de vie. Ben, tu augmentes, au lieu d'augmenter de 51 tu augmentes de 41. Puis là, tu ajoutes toutes les autres choses que j'ai faites. Le coût de la vie, donc la tendance égalitaire du coût de la vie, les gens pauvres qui sont manquants, la taille du ménage. Ben là, tu es rendu, au lieu d'avoir 85 d'augmentation, tu es rendu à 9 d'augmentation d'inégalité. Fait que là, Chris, on a enlevé à peu près 9 dixièmes de l'augmentation. But wait, there's more. Il y a aussi une autre affaire que je dis, c'est qu'il faut que tu tiennes compte du fait que dans la période, il y a une des choses qui se passe, c'est que tu as plein de gens qui arrivent de pays européens et ils arrivent au bas de l'échelle des revenus, fait qu'ils augmentent la variance des revenus aux États-Unis, donc ils augmentent les inégalités, mais ils ne baissent pas les revenus des autres. Il y a pas de... La littérature montre qu'il n'y a pas d'effet sur les salaires. Il a fait peut-être un petit effet sur la vitesse de croissance des salaires, mais pas sur les taux de salaire. Le, Mais quand ils arrivent juste à gauche de l'échelle des revenus. Ils arrivent tout au bas de la distribution. Donc, c'est tous des gens qui arrivent très, très pauvres initialement. Fait que je dis, bien, essayons de tenir compte de l'effet. Ça s'appelle un effet de composition. Tu vas essayer de comparer les mêmes affaires à travers le temps. Fait que j'enlève cet effet-là de l'augmentation. Puis, avec toutes les autres qu'on a faites, bien là, au lieu d'avoir 9 tu es quelque part entre 6 et 9. Fait que là, tu sais, déjà, ça diminue. Puis voici mon préféré, c'est le dernier des ajustements. C'est que l'évasion fiscale avant 1940 aux États-Unis, c'était pas une affaire de gens riches, c'était une affaire de gens pauvres. C'est pour ça que le chapitre s'appelle When Tax Evasion Was the Poor Man's Business. Puis, j'aime le titre. Ce chapitre-là, je m'attendais à avoir que de la merde, mais les commentaires étaient clairement, Vincent il connaît son sujet. Puis quand j'ai eu l'espèce de séminaire que je mentionnais, les gens ont dit, ouais, on n'est pas obligé d'en parler autant, ça fait du sens. Puis la chose, c'est que quand le régime fiscal émerge aux États-Unis, ben l'IRS a personne. Ils ont comme fuck all de gens pour faire de l'inspection. En fait, pour le nombre d'inspecteurs qu'il y a, ils doivent chaque année faire enquête sur à peu près 1000 rapports d'impôts, mettons. C'est à peu près ça le chiffre. Ce qui donne à peu près 3 heures par rapport d'impôt. Donc, tu sais, tu t'imagines qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et en plus, le IRS a comme dit publiquement plusieurs fois qu'ils n'allaient même pas inspecter les rapports d'impôt avec moins de 5 000 $. Puis, ils l'ont dit, ils le disaient au Congrès, ils le disaient dans des affaires médias. Ils disent, bon, écoutez, on ne va pas vraiment inspecter les rapports d'impôt avec moins de tel montant. C'est dans le temps qu'ils comprenaient que le fonctionnaire qui travaille pour inspecter le rapport d'impôt, il est payé, lui, là. Puis si on le paye 200 pièces dans la journée pour qu'il trouve 45 pièces, ben on a perdu de l'argent cette journée-là. Ben exactement. Mais en gros, la partie à droite, en fait, ce que je montre ici, la première chose, c'est la petite ligne grise qui est là. Je montre la ligne de 5 000 $ où est-ce que l'IRS dit qu'ils ne font pas d'inspection. Puis les lignes en bas, c'est le seuil auquel tu rentres dans le top 10e, le top 20e, donc le top 5 ou le top 1 Bien, la plupart du temps, tu ne rentrais pas. La IRS, jamais, allait dire qu'elle allait inspecter des gens qui étaient dans le top 10 ou le top 5. En fait, la majorité du temps, la proportion de tax returns qui n'allaient juste pas être inspectés est quelque part entre 90 et 95 des tax returns. Fait que l'IRS, ils disent qu'ils n'inspectent pas, puis ils ne font pas beaucoup d'efforts sur ça. Mais ça veut dire que ceux qui inspectent, par contre, c'est les plus riches. Les plus pauvres, eux, ben ils mentent. Puis en fait, il y a des livres que tu peux trouver de l'époque qui expliquent aux gens comment mentir sur leurs impôts, comment cacher certaines affaires. Puis même, il y a une réforme fiscale qui est faite dans les années 20 où est-ce que le secrétaire du Trésor, il dit on va monter le seuil minimal de taxation le plus possible parce que si on le baisse pour qu'il y ait plus de gens qui soient éligibles,
on va montrer qu'on est impuissant. Fait qu'il dit, c'est mieux qu'on l'augmente pour pas montrer notre impotence. Ça, Puis tu il dit montant personnel de base, là, le montant que tu ne payes pas d'impôt. Là. exactement. Fait que ils font juste l'augmenter justement en raison du fait qu'ils disent que ben on est si on le met, disons, à 200 $ pour exagérer, on va montrer à quel point on n'est pas capable de faire respecter la loi. Puis ils sont conscients qu'ils sont pas capables de faire respecter la loi. Ils sont juste capables de la faire respecter sur le top 1% des gens. Puis le Écoute, problème, pas c'est que grand monde qui comprend ce bout-là. Là. Tu sais, c'est encore un petit peu comme ça. Là. Les gens s'imaginent, ah, les paradis fiscaux, là, puis là, tu payes des fiscalistes, là, puis là, puis là, puis là. Ah, écoute, là, les plus grands évasifs fiscaux, là, c'est des coiffeuses, exactement. c'est des barmaids, c'est des barmen, c'est des serveurs, puis sais-tu quoi? Grand bien le face, hostie. Oui, oui, ben écoute, moi, je suis partisan de payer toujours mon pourboire en cash. Comme ça, je donne à la personne une option. Elle peut faire ce qu'elle veut après. Euh, J'encourage absolument rien. Sauf au Québec, le 8 est obligatoire. Si Ouais, mais aux tu ne donnes pas États-Unis. de boire, il y a quand même 8 qui est taxé, mon ami. Ouais, mais moi, je parle dans des pays libres. Euh, Ouais, ben, exact. fait que mettons ça au clair. Mais aujourd'hui, écoute, il y a des gens qui disent que l'évasion fiscale se fait plus au top, mais il y a quand même quelques papiers pour aujourd'hui qui montrent qu'il y a probablement même plus d'évasion dans le très bas, notamment grâce à l'économie informelle, donc l'économie illégale, qu'il y a beaucoup plus d'évasion au bas. C'est un sujet contesté, mais pour la période que moi je parle, c'est définitif que tu as plus d'évasion fiscale au bas qu'au top. Puis ça affecte toutes les statistiques d'inégalité parce qu'il y a des données qui sont basées sur les données fiscales pour construire les C'est revenus ça, totaux. ton data vaut pas de la marque. Là. Exactement. Mais il y a une chose que moi j'ai découvert, puis c'est ça que moi puis mon chum Phil, on avait fait dans un autre article. Il y a des États qui, puis ça c'est quelque chose que j'aimerais qu'on ait le droit de faire. La Cour suprême avait dit que les États n'avaient pas le droit de collaborer avec le gouvernement fédéral si les États avaient leur régime d'impôt. Fait que ça veut dire que si, disons, le Delaware faisait son propre régime fiscal, puis ils avaient plein de données sur ce qu'ils faisaient pour genre le enforcement, ils ne pouvaient pas le donner au fédéral. Fait que tu avais comme une étanchéité entre les deux types de gouvernement et tu as des États qui ont leurs propres données fiscales parce qu'ils ont leur propre système fiscal. Fait que moi, ce que j'ai dit, ben, regardons les États qui étaient super agressifs dans le enforcement. Les deux meilleurs étant le Wisconsin puis le Delaware. Ils avaient des. Ils étaient très agressifs sur l'enforcement. Puis en plus, il faudrait que je rajoute une chose. Avant 1943 aux États-Unis, ton reporting fiscal, il n'y avait pas de déduction à la source. C'est toi qui rapportais ton revenu. Parce que c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ton T4, là, c'est toi qui disais à la fin de l'année combien tu avais fait. Puis tu peux dire ce que tu voulais, mais tu n'avais pas un bill de salaire, tu n'avais pas de receipt à montrer. Fait que tu sais, c'était du reporting volontaire. Fait que tu sais, t'avais pas, tu pouvais facilement mentir. Mais dans ces États-là, tu avais des systèmes d'enquête, les business devaient donner des rapports aux législatures sur, excuse-moi, aux bureaucrates sur les bills, leur payroll total. Fait qu'ils avaient des manières de faire des enquêtes. Puis ce que tu vois, c'est que, regarde, si on prend les données fiscales des États, puis on les compare aux données de l'IRS pour cet État-là, puis on va juste comparer lequel des deux est le plus élevé. Bien, systématiquement, l'IRS déclare des niveaux d'inégalité beaucoup plus élevés que ceux des données fiscales de l'État qui sont de meilleure qualité à cause que l'enforcement est supérieur. Puis, nous, ce qu'on dit, c'est bien, Chris, si tu dis que, en fait, généralement, l'IRS surestime d'à peu près 10% les niveaux d'inégalité, ce qui est montré ici, parce qu'ici, c'est le ratio de est-ce que l'IRS déclare plus d'inégalités que le, les données fiscales de l'État, de son propre régime, bien, généralement, il déclare plus. Puis les seules années, by the way, qu'il y a une petite différence, c'est parce que le Delaware avait dit, ben plus que c'est la dépression, vous allez pouvoir rapporter vos pertes de capitaux différemment. Donc, la perte de gain en capital était differently reported. Puis dans l'article, on montre que dès que tu tiens compte de cette différence-là, c'est toujours l'IRS qui déclare plus d'inégalités que les States, malgré que les States ont des meilleures données fiscales. Fait que là, on dit, ben, si tu enlèves l'effet de l'évasion fiscale, ben, tu n'as plus d'augmentation d'inégalité. Tu en as zéro.
tu as 0 augmentation des inégalités dans la période. Fait que, C'est pas rien, ça, là. ben, mais là, ça, c'est le graphique que moi j'aime le plus. Ça, c'est le takeaway graph. Puis ce qui est montré ici, là, c'est le revenu du bas 90% en 1870 et 1910. Fait que là, tu prends genre au bas, tu as genre les États-Unis, puis le point initial, il y a une flèche entre un point et un autre point. Ben ça, c'est la distance à l'horizontale. C'est d'à quel point le revenu a augmenté. Puis l'axe vertical, c'est le niveau d'inégalité. Ben, ce que tu vois ici, c'est que les États-Unis, Chris, la flèche est longue en tabarnak, ce qui veut dire que les plus pauvres ont vu leur niveau de vie augmenter fucking massivement. Mais non seulement ça, mais il n'y a pas d'augmentation des inégalités. Si tu compares avec tous les autres pays pour lesquels on a des données, puis pour lesquels on peut faire. Il n'y a personne qui parle de ça, Vincent. Il y a Ben non. personne. Ben, non seulement ça, mais regarde deux choses. Pour ceux qui sont au visuel, ceux qui sont à l'audio, c'est votre faute ici. Ce graphique-là doit être vu pour être compris. Il n'y a aucune des flèches pour les autres pays qui sont très longues, sont toutes très courtes. Il n'y en a pas beaucoup qui sont. En fait, ils sont tous plus pauvres à la fin que les États-Unis. Donc, les États-Unis ont le plus gros gain pour le bas 90% de leur population. Et la plupart d'entre eux ont des augmentations d'inégalité, alors que les États-Unis n'en ont pas. Fait que moi, ce que je dis dans le livre, c'est que les États-Unis, c'était une machine à croissance économique tellement exceptionnelle. Il n'y a jamais, on avait vu dans l'histoire de l'humanité une croissance aussi phénoménale que ça. Et elle était égalitaire, dans le sens qu'elle était, tu prends le top 1%, puis tu le compares au bas 90%, la vitesse d'augmentation est la même pour les deux. Ouais, il y a un indice de ça qui est extrêmement logique. C'est le fait que les gens voulaient naturellement aller s'installer là-bas. Ben, Je veux dire, si c'était en France que ça s'était passé, on connaîtrait tous des récits, des histoires qu'on a lues dans les livres d'histoire que des milliers de personnes au New Hampshire sont parties vivre en France dans les années 1880. La réalité, c'est que c'est pas arrivé. Pourquoi ouais, c'est pas arrivé? Parce qu'ils faisaient mieux vivre en Amérique, c'est tout. ben, regarde ici la petite ligne pour la France. La France, commence crissement plus pauvre que les États-Unis, mais par la fin, les Français ont gagné un petit peu. Donc, les plus pauvres, 90% des Français sont plus riches qu'ils l'étaient au début. Mais regarde la distance que les Américains ont couvert. Les Français les plus pauvres sont passés d'à peu près 1800 par année en unité de mesure ajustée pour l'inflation à 2400, 2500. Les Américains sont passés de 4000 à 8000. Like, c'est Puis, tu sais, la pire Tu sais quoi le défaut de l'économie, Vincent? c'est quoi? C'est quand tu veux vendre un livre de vampires lesbiennes, tu peux mettre une belle photo avec une fille avec un décolleté. Toi, ton graphique est vraiment cool, puis il explique tout, mais c'est ça. Ça manque de décolleté un peu. Ouais, ben c'est dur de trouver. Mais par contre, pour ceux qui ne savent pas, j'ai décidé de sinker une grosse quantité d'argent dans ce livre-là pour justement faire la promotion. Puis l'éditeur est d'accord que lui aussi, il va en mettre. Puis on a décidé comme de diviser les tâches. Fait que moi, je vais prendre je vais gérer tous les podcasts qui sont plus petits, que eux vont pas mettre un staffer payé à faire. Puis moi, je vais tous les envoyer à ceux-là pour faire des rondes d'entrevues. J'ai budgété 1000$ pour acheter des propres copies de mon livre pour les envoyer des copies, des copies gratuites à des journalistes. Fait que, tu sais, il va y avoir beaucoup d'efforts de médiatisation qui va être fait. J'ai même un beau site web là, que je suis en train de concevoir qui va avoir tous les graphiques, mais en interactif. Donc, que les gens vont pouvoir, comme interactivement, Hey, ajouter les tu sais avec changements. qui tu faudrait que tu parles? OK? La gang de Hard World in Data. Ben, Si ces gens-là pouvaient reprendre tes graphes, man, là, ça serait écoute, malade. Là. j'ai ma petite liste de to-dos, puis ils sont drettes là dans ma liste de to-dos. Tu fais bien Vraiment. ça, mon homme. Tu as Fait que, compris tu deux, sais, trois affaires. Tu peut-être pas oh de oui, toton dans la couverture de ton livre, mais il y a deux, trois affaires que tu as compris. écoute, Mais, je fais ce que je peux. Mais j'ai une mais longue comment. liste. Mais, Oui. mais, Vincent, quelle est la stratégie, là, puis tu ne l'as peut-être pas encore élaboré, là, mais pour parler d'un sujet aussi complexe, parce que là, tu sais, ça fait 52, ben, mettons, on a niaisé un peu au début, ça fait 45 minutes qu'on parle de ça. Puis, tu sais, il y a quand même beaucoup de détails, c'est relativement complexe, il y a une mise en bouche qui est à faire. Tu sais, si tu as une entrevue,
Regarde, mettons, tu te fais appeler par le 98.5 à Montréal, puis Patrick Lagacé veut que tu ailles y parler en Ben, 6 minutes 50 de ce livre-là. Comment tu fais pour faire un pitch de vente compréhensible à quelqu'un qui a probablement qui n'aura pas lu le livre puis qui n'est pas familier avec ces données-là? Parce que c'est un check méchant bien. défi, là. Check bien. Le pitch, c'est la chose suivante. C'est ce que j'ai dit au début avec quand Yann a dit que j'ai des méchantes corones. C'est les marchés sont naturellement des forces égalitaires. L'économie de marché génère des résultats qui sont pro-pauvres. Et la meilleure période qui illustre ça, c'est la période 1870 à 1910 aux États-Unis. On voit des améliorations du niveau de vie qui sont phénoménales pour le bas 90 quand on tient compte des améliorations au niveau de l'espérance de vie, du coût de la vie, on voit des améliorations encore plus phénoménales qui se génèrent au bas, de telle sorte que dans l'économie qui était, où est-ce que les marchés étaient les plus dynamiques, qui étaient les plus ouverts et les plus compétitifs, on a vu la première épisode de l'histoire de l'humanité d'un enrichissement égalitaire. Hmm. C'est ça le pitch. Nice. Oui. Puis le dernier chapitre du livre, là, puis ça, pour ceux qui. Il y a des gens qui vont dire: t'as pas parlé des Afro-Américains. Ce que je montre dans le livre, On le c'est. voyait dans un des graphiques tantôt, là, il y avait une composante là-dessus, là, sur le fait que les inégalités descendaient même quand tu ventilais, entre guillemets, Par, par groupe. par groupe racial, là, donc les blancs et les non-blancs, là. Ben, en fait, ce que je montre aussi, c'est que dans le chapitre, je dis la grande tragédie du Lean and Mean Egalitarian Growth Machine, c'est que elle aurait pu être tellement plus puissante si elle avait été rendue accessible encore plus à un groupe qui était marginalisé. C'est que quand on regarde les revenus des Afro-Américains, entre 1870 et 1910, ils passent d'un revenu qui fait à peu près 15 des Blancs à peu près 30 des Blancs. Donc, il y a un rattrapage, mais définitivement pas un rattrapage incroyable. Mais ce que je dis, c'est quand on regarde, qu'est-ce qui explique le peu de rattrapage qu'on voit? C'est toutes des forces de marché qui jouent en faveur des Afro-Américains. Le fait qu'ils puissent migrer entre États ou entre comtés pour placer des employeurs en concurrence l'un avec l'autre. Donc, la mini-possibilité d'une mobilité géographique est tellement importante dans l'amélioration de leur niveau de vie que tu vois les effets. Que malgré des. Puis là, il y a une autre chose que je mentionne dans le livre, c'est que les législateurs étaient définitivement très racistes, mais la Cour suprême, généralement, s'aidait avec les droits de propriété des entrepreneurs afro-américains et, et donc les protégeait de manière assez prononcée en termes Donc, c'est comme le livre que j'utilise beaucoup pour en parler. Le titre est très parlant. Il dit The Last Place of Redress. Non, The Only Place of Redress. Disant que les cours, même quand les juges sont racistes, c'est que la Constitution américaine protège tellement les institutions de l'économie de marché qu'elle produit une tendance égalitaire. La vraie tragédie, c'est qu'on n'a pas étendu encore plus les protections à ces groupes-là, qu'il n'y a pas eu des tentatives de bloquer les discriminations qu'il y avait notamment au niveau de l'éducation ou au niveau des services publics avec la doctrine de separate but equal. Fait que ce que je dis à la fin du livre, c'est que la vraie tragédie dans ce que moi je décris, c'est pas que les gens disent Ah, les riches se sont enrichis, c'est qu'on aurait pu en avoir tellement plus si on avait été fully committed à l'idée qu'une économie, de laisser l'économie de marché fonctionner, parce que c'est fondamentalement égalitaire, une économie de marché. C'est fait pour donner des opportunités aux gens qui veulent investir dans leur talent. Puis la chose que je souligne, puis ça, c'était une chose que j'étais super content d'avoir réussi à compiler, c'est quand on regarde les taux d'innovation, l'activité entrepreneuriale des Afro-Américains, mais tu les compares dans des États du Nord et les États du Sud, ce que tu observes, c'est que dans les États du Nord, par exemple, au niveau du nombre de brevets par 1000 personnes, dans le Nord, ils ont le même taux de brevets par 1000 personnes que les Blancs dans le Nord. C'est-à-dire que quand ils étaient dans un environnement qui était fully committed ou less
poorly committed, comme on dirait, au concept d'égalité de droit. Ce que tu as vu, c'était des convergences encore plus exceptionnelles. Fait que le témoignage qui est fait, c'est que l'économie de marché aurait été encore plus égalitaire qu'elle l'a été. Fait que la tragédie, c'est que la ligne qui est là, au lieu d'être une ligne qui passe de 4 000 à 8 000, ça aurait pu être une ligne qui passe de 4 000 à 10 000, puis au lieu d'être stable, elle aurait pu planter vers le bas. C'est ça la grande tragédie, c'est que le lean and mean egalitarian growth machine, il y a un étatiste qui l'a pris puis qui l'a restreint. Ouais, man, c'est. Je ne sais pas ça va être quoi l'accueil J'ai hâte de de voir. de tout ça publiquement puis dans le milieu aussi, là, mais parce que c'est très, 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 très audacieux quand même. Là. Ouais, Ouais. j'ai très, très hâte. Puis en fait, en plus, ce que je dis, puis la conclusion du livre, puis ça, c'est vraiment J'espère que tu vas en baveux. vendre plus que les Madame des Vampires. J'espère, Calis. Euh, Ouais. c'est que ce que je dis, c'est qu'après 1910, par contre, la tendance égalitaire continue, mais la vitesse d'amélioration du niveau de vie ralentit. Puis j'appelle la période 1910 à 1950 la grande déviation. Puis c'est la chose que personne n'a compris. Il n'y a personne qui a remarqué cette chose-là, même s'il y a plein de signes dans tous les travaux de plein de gens qui parlent de la croissance ou l'histoire de la croissance, qui donnent tous les indices que le vrai puzzle, c'est pas pourquoi il y a ce que moi je décris, mais pourquoi ça a arrêté après la Première Guerre mondiale. Pourquoi la croissance a ralenti? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des ralentissements, des améliorations au bas de l'échelle? C'est ça le gros puzzle. C'est pas ce que je dis, c'est ce que tout le monde autre dit avec toutes les preuves que j'ai raison dans leur argument, que c'était plus impressionnant ce qui se passait avant 1910 qu'après en termes de vitesse. Fait que quand je conclus le livre, je dis le vrai puzzle, ça devrait être d'expliquer la grande déviation, pas le first egalitarian enrichment. Le first egalitarian enrichment fait parfaitement de sens avec plein d'autres faits de sciences sociales. Pourquoi les États-Unis, c'est les derniers à avoir un État-providence? Fait que j'ai comme toute une section où j'explique ça. Parce qu'il n'y en avait pas besoin, tabarnak! La croissance économique était tellement élevée que les plus pauvres ne sentaient pas le besoin de redistribuer. Ils se Puis en sentaient fait, pas floués. Là. puis non seulement ça, mais si tu sais qu'un État-providence va te taxer plus, mais que tu as beaucoup de croissance qui va venir vers toi dans l'avenir, tu n'en veux pas d'État-providence parce qu'en période 2, tu vas payer pour. Fait que les gens n'en voulaient pas Ah, d'État-providence parce qu'ils savaient que c'était une économie qui était tellement avec des tendances égalitaires fortes que ça valait pas la peine d'avoir un État-providence. c'est fou pareil à voir dans sa face quelque chose qui marche puis pas s'en rendre compte. Ah, les gens, écoute, je maintiens ma position que les États-Unis, c'est la plus belle invention qu'il y a jamais eu. Tous les défauts des États-Unis, c'est pas dans la nature fondamentale, mais dans les déviations de l'idéal qui a Hmm. été établi. Les institutions américaines sont tellement remplies de garde-fous, de protection des droits de propriété, de sécurisation de l'économie de marché, que c'est pour ça que tu as vu l'enrichissement égalitaire et que toutes les choses qu'on juge nocives à l'égard des États-Unis, c'est toutes des choses qui sont des déviations de l'idéal de respect des droits de propriété. Et c'est surprenant qu'on voit ce qu'on voit en dépit de toutes les déviations. Ce qui devrait dire que même une application imparfaite des idées que j'explique dans le livre, qui est de l'importance de l'économie de marché, même une application imparfaite, ça génère le premier enrichissement égalitaire de l'histoire de l'humanité. Hey, merci beaucoup, Vincent. C'était super intéressant. Tu as de bonnes chances pour les ventes de ton livre, mon ami. Il n'y a pas de taverne aujourd'hui, il faudrait le mentionner. Ouais, Parce que, Exact, exact. parce Ça que va être. parce que c'est Thanksgiving ici aux États-Unis. Ouais, surtout parce que disons je pense qu'on a achevé ce qui te restait de voix Ouais, pour la semaine. Fait je que me suis pompé aussi un petit peu. c'est ça. On s'en excuse, mais au moins les gens ont eu leur dose pour cette On va semaine. peut-être couper le dernier bout, Vincent, je suis pas sûr. Ou on va le laisser pour rire de toi. Merci, salut.